Alors bonjour, voici une petite introduction à la vidéo que vous allez voir parce que les images ont été tournées il y a quelques mois. Donc c'est un peu pour introduire qu'est-ce que vous allez voir exactement. Alors dans la vidéo, je vais vous parler un peu de mon handicap physique. Et dans le fond, mon petit intro, c'est pour vous mettre un peu en contexte que le but de cette vidéo-là, d'essayer de parler d'une nouvelle réalité. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent, que ce soit dans notre société ou dans les médias, de la réalité des personnes ayant des handicaps physiques. Et plus particulièrement la taxi de Charlevoix qui va être, on va se baser là-dessus vu que c'est ça que j'ai. Donc, c'est vraiment de ça qu'on va parler. Et puis voilà, c'est tout simplement aussi pour vous dire que dans la vidéo, j'expose ma réalité et que c'est pas la réalité de toutes les personnes ayant un handicap physique, c'est pas la réalité de toutes les personnes ayant l'ataxie Charlevoix-Saguenay et que c'est simplement ma réalité, ma perception des choses et que j'ai tout de même fait attention à, à être le plus nuancé possible tout en vous donnant mon vécu, ma perception de la situation, de qu'est-ce que c'était de vivre avec un handicap. Donc voilà, c'était mon petite introduction. Je vous souhaite un bon visionnement. Alors bonjour. Alors je m'appelle Hugo et depuis plusieurs années, j'ai toujours eu la volonté de démystifier un peu tout ce qui est question de handicap physique par rapport aux problèmes de santé qui peuvent survenir. Donc, c'est un projet que j'ai depuis quelques mois, de, vu que moi, je viens avec un handicap physique. Donc, mon but, ça serait d'en parler, puis d'amener à démystifier ou qu'on amène les gens à mieux connaître tout ce qui vient avec un handicap physique et, euh, et vraiment le day-to-day, comment ça se passe. On parle beaucoup de problèmes de santé mentale, pardon. On parle beaucoup de spectre de l'autisme, mais je réalise qu'on parle très rarement des handicaps qui sont physiques et qu'il y a quand même beaucoup de préjugés ou de jugements qu'on ressent dans notre quotidien qu'on en a un. Donc, on se statut, je vais vous décrire un peu mon handicap pour commencer. Et après, on va évoluer plus avec des exemples concrets de difficultés ou de situations qui peuvent arriver avec des gens qui, par exemple, m'ont jugé dans la rue ou les difficultés qu'ils peuvent avoir ou des choses qui diffèrent avec une personne qui ne vit pas avec un handicap physique. Alors, mon handicap physique, je le rappelle, physique, s'appelle l'ataxie de Charlevoix-Saguenay. L'ataxie de Charlevoix-Saguenay, c'est une maladie héréditaire il y a à peu près 300 personnes qui sont atteintes de cette maladie-là au Québec. Donc, c'est quand même pas beaucoup. C'est une maladie qui atteint principalement tout ce qui est membres, genre les bras, les jambes, l'équilibre. Donc, pour être plus précis, ça part un peu de la moelle épinière. Donc, et ça vient vraiment jouer sur à peu près tous les muscles et tout ce qui est le sens de l'équilibre. Donc, ça fait que mes muscles vont être moins forts. Mes muscles vont être moins forts, vont être moins agiles. Donc, donc, ma démarche est différente un peu. J'ai plus de perte d'équilibre. Donc, j'ai une démarche qui est moins droite. Juste pour vous mettre en contexte. L'ataxie Charlevoix, c'est un handicap qui est dégénératif. Ce qui veut dire, ça veut dire que c'est que ça va empirer avec le temps. C'est un bout qui peut paraître triste, mais ça l'est en effet. Mais il ne faut pas trop y penser à ça. Donc, ça va se dégrader avec le temps. Donc, plus ça avance, plus mes muscles deviennent de plus en plus faibles ou de moins en moins habiles, si je peux dire. Donc, c'est ça. Pour vous donner un peu plus de détails par rapport à c'est pas lié à la consanguinité, qu'il y a quand même quelques préjugés par rapport à ça. Donc, mes parents ne sont pas frères et sœurs, ni cousins, cousines. Donc, ça vient pas de là. C'est vraiment tout ce qui est une question de gène. Euh, et, euh, et des médecins seraient beaucoup plus habilités que moi à en parler. Donc, par exemple, disons que
le papa peut être porteur du gène de l'ataxie Charlevoix. Et bien, si la maman est porteur du gène aussi, et bien, si un enfant, et bien, il peut avoir, disons, 50% de chances que leur enfant soit atteint de la maladie. Parce que c'est pas parce qu'on est porteur du gène qu'on est atteint de la maladie qu'on vit avec cette condition-là. Par exemple, les pertes d'équilibre et tous les trucs que j'ai nommés tout à l'heure et que je vais nommer plus longtemps. Donc c'est vraiment ça, en gros. J'ai 23 ans, ça se passe encore bien, mais évidemment, plus ça avance, et bien, plus il y a des choses que je vais pouvoir moins faire. Donc, ou que je vais être moins habile à faire. Donc, c'est vraiment ça qui est important à garder en tête pour l'ataxie Charlevoix, c'est le principal effet. Jusqu'à présent, donc on est en juillet 2020, il n'y a pas de remède pour l'ataxie Charlevoix, que ce soit pour ralentir les symptômes, ralentir la dégénérescence, si ça se dit ce mot-là, de la maladie. Il n'y a pas de médicament ou de remède qui a été trouvé pour le moment. En fait, la recherche n'avance pas super rapidement et on est pris dans une condition. En plus, il n'y a pas de remède pour le régler. Donc, par contre, c'est important de dire que ce n'est pas mortel, c'est dégénératif. Mais je veux dire, mon cœur n'arrêtera pas de battre, mes organes vont continuer à fonctionner et juste comme ça. Donc, comme j'ai dit, plus difficile au niveau de l'équilibre, la motricité fine également. Par exemple, les pièces de monnaie, les pièces de Nissen qui n'existent plus présentement. Je sais pas, des petites pièces de Lego, des choses comme ça. Des clés, genre une petite clé, des choses comme ça. Donc, ça va être plus difficile à manipuler ou à y aller précisément. Un handicap physique comme l'ataxie, puis là, je vais mettre beaucoup d'emphase sur le mot physique, c'est que le fait pourquoi je mets beaucoup d'emphase sur le mot physique, c'est que ce n'est pas une maladie mentale. Mon côté cognitif n'est pas atteint, donc mes facultés cognitives ne sont pas atteintes. C'est ça que je devrais dire. Donc, j'ai pas de déficience intellectuelle, j'ai pas tout ce qui est... Souvent, les gens peuvent me voir, je sais pas, prendre l'autobus, me promener dans la rue, et peuvent penser, puis c'est une pensée qui est assez courante, que j'ai un handicap intellectuel ou une déficience intellectuelle. Alors que c'est pas parce que justement je marche différemment, je marche croche, que je veux dire, que mes facultés cognitives ne sont pas là, donc ils devraient pas, je comprends pas encore pourquoi les gens associent vraiment tout de suite ça à une déficience intellectuelle ou à un problème de santé mentale. Les défis au quotidien avec l'ataxie, c'est là-dessus qu'on va commencer. Donc, au secondaire. Secondaire, c'est un autre paire de manches parce que, comme on dit au secondaire, on veut être apprécié, on veut rentrer dans le moule, on veut pas être trop jugé par les autres. Eh bien, quand on a une démarche qui sort de l'ordinaire, si je peux le dire, eh bien, c'est sûr que ça amène son lot de défis. Puis ça peut être plus difficile juste de rentrer en contact avec les autres. Là. Puis ce qui est niaiseux, là, c'est un handicap qui est physique, c'est mes jambes qui marchent pas. C'est pas ma tête, ma communication, c'est pas... Je comprends pas pourquoi c'est plus difficile, c'était plus difficile. Donc voilà. Les défis qui me viennent en tête par rapport au secondaire, je dirais surtout il y avait le côté social, puis je veux dire, j'avais mes amis, puis ça allait bien, mais je veux dire, les gens qui me connaissent pas de base, souvent ils se posaient des questions sur moi. Hey, ton ami, il est correct, il est-tu. Puis là, il posait fait que comme si ma tête fonctionnait pas. Fait que c'est des choses comme ça qui peuvent arriver. Un autre défi, je dirais, c'était les cours d'éducation physique. Même si mes enseignants étaient très compréhensifs et qui devaient l'être en même temps, je ne pouvais pas faire tout ce que mes camarades faisaient. Je ne pouvais pas faire le tour du gymnase à la course pendant 30 minutes, là, même si je le faisais à mon rythme. Puis, c'est surtout au niveau de l'ordre qui était difficile. J'ai toujours eu la volonté d'y aller à 100%, de vouloir être le meilleur, quelqu'un d'assez compétitif. Donc, ce qui arrive, c'est que, par exemple, les games de volleyball en éduc au secondaire, je suis sûr que ça vous dit quelque chose, je voulais être le meilleur.
Je voulais être le meilleur, je voulais être bon, puis je voulais surtout pas être pas bon. Et ben, c'est un sport que je trouve qui est difficile, c'est bien le volley, parce que, il faut que tu coordonnes tes mouvements, et en même temps, faut que tu regardes où le ballon va. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte dans ce sport-là. Et, euh, et ça, ben, ça pourrait être plus difficile à vivre personnellement. Par exemple, au soccer, évidemment, même chose. Football, j'avais beaucoup de mes amis qui jouaient au football. Puis pour vrai, j'aurais adoré jouer au football, jouer au hockey. Donc c'est vraiment ça. L'espèce de comparaison avec les autres était quand même difficile. Donc par rapport au sport, j'ai quand même fait, j'ai fait quand même quelques sports depuis mon enfance. Là, je fais du ski. Présentement, j'en fais plus, mais j'ai fait du ski depuis que j'ai à peu près 8-10 ans. J'en ai fait jusqu'à peut-être 15-16 ans que j'ai fait du ski. Donc ça se passait super bien. Ça se passait super bien. Je n'avais pas besoin d'adaptation ou de choses pour m'aider. J'ai fait du vélo de 5-6 ans jusqu'à 16 ans aussi à peu près. Donc il y a des sports que j'étais capable de faire. Sauf que comme le patin, c'est un sport que j'ai jamais été très très doué. C'est vraiment là, la limite, c'était vraiment le patin. Ce qui était vraiment tough, puis ce qui me faisait vraiment chier parce que, ben, tu sais, j'aime bien le hockey, puis j'aurais bien voulu jouer au hockey, puis en plus, je pouvais pas patiner. Pour moi, c'était quelque chose de vraiment frustrant, surtout au secondaire, comme je dis, là, quand, je sais pas moi, entre amis, on va, soit on va à l'arène faire du patinage libre, ben là, moi, je peux pas y aller. Ou si j'y vais, ben, je fais tout un show parce que soit je tombe partout, je passe aussi rapide que les autres. La confiance en soi. Oui, ça rentre en ligne de compte, justement, parce que, veux pas, à cet âge-là, puis je veux dire, comme adulte aussi, c'est peut-être social aussi, on veut être bon physiquement, on veut être fort. Peux-tu dire ça? On veut être fort, on veut être habile, on veut faire les choses par nous-mêmes, on veut être bon comparé aux autres. Puis ben moi, ben pour ça, ben je pouvais pas. Je pouvais pas me démarquer en étant bon au football ou en scorant 4 buts à une game de soccer. Je pouvais clairement pas. Puis c'était pas moi qui l'avais décidé. Fait c'est des choses comme ça qui entrent en ligne de compte qui viennent affecter ta confiance. Fait qu'il faut que tu essayes de te démarquer, mais de te démarquer, mais d'une autre manière. Donc, plus avec ta personnalité qu'avec genre tes habiletés physiques. Et un peu sur la confiance, c'est bien, c'est sûr que le regard des autres, on va en parler un peu plus tard, le regard des autres est permanent. Je veux dire, pour la plupart des gens, je dis normaux, genre, je veux dire qu'ils ont une démarche traditionnelle. Ils n'ont pas remarqué à chaque fois qu'ils marchent, là, à chaque fois qu'ils se déplacent. Moi, on le remarque. On le remarque comme on voit que j'ai plus de perte d'équilibre que ben je marche moins droit, je marche plus en zigzag si je peux dire, donc je suis vite repéré si je peux dire. Donc ça, c'est sûr que ça vient affecter ta confiance dès le secondaire. Parlons maintenant du marché du travail, d'avoir un emploi. Comment ça se passe pour une personne qui a un handicap physique? Eh bien, je pense que si on poursuit si on vient mettre en continuité avec le secondaire, les emplois étudiants sont peut-être un peu plus difficiles, ou c'était peut-être un peu plus difficile, parce que, eh bien, c'est beaucoup plus de métiers, comme j'ai travaillé au IGA, où c'était plus de placer du stock dans les tablettes, de forcer après des trucs, de découper des légumes, des choses comme ça. Donc, c'est des tâches qui sont un peu plus qui peuvent être plus stressantes d'aller passer une entrevue ou d'aller porter son CV parce que je sais que je suis plus lent que les autres. Je suis moins efficace, pour se le dire. Mais, donc, il y a toujours ça. Ça veut dire que moi, il faut toujours que je me démarque. Disons que, mettons, moi à 15 ans, il faut porter mon CV ou IGA, eh bien, il y a une autre personne qui n'a pas d'attaque si tu le vois, eh bien, qui va porter son CV, eh bien, la personne va directement être un peu plus qualifié, si je peux dire, va être mis plus haut sur la pile de CV, si je peux dire, parce que je veux pas, dès que je vais porter mon CV, l'employeur le voit, là, ma démarche est visible. Donc, la différence avec un problème de santé mentale, c'est que c'est pas écrit dans ton front que tu as telle ou telle problématique, là. Tandis que moi, on le voit.
Et des fois, les employeurs peuvent le voir et en avoir peur, ou dire, je donne-tu ma chance là-dedans, il faut-tu répondre à mes attentes, ou je veux dire, IGA, je prends IGA, mais ça peut être n'importe quelle bannière, c'est une business quand même, parce qu'il faut vraiment se vendre tout le temps. Il faut prouver que ta valeur comme employé est égale ou sinon supérieure à celle des autres si tu veux être embauché. Parce que, ben, c'est ça, une entrevue, je peux me démarquer en entrevue, mais je veux dire, le premier contact avec un employeur, par exemple, je vais porter mon CV ou juste la poignée de main d'entrevue, ben, c'est sûr qu'il y a des choses qu'il faut que je me démarque. Il y en a peut-être 15-20 des gens qui ont été portés leur CV, travailler au IGA comme commis ou comme pour faire un autre poste. Là. Fait qu'il faut que je démarque que ma valeur est égale ou même supérieure à celle des autres si je veux la job. Fait que faut vraiment que je vienne briser les perceptions de l'employeur qui, bien souvent, ben, peuvent être plus craintifs à engager une personne qui a un handicap physique, je le rappelle. Évidemment, ben, en vieillissant, c'est plus facile dans un thème de recherche d'emploi. Comme là, j'ai une technique en travail social et j'étudie présentement en orientation, ce qui fait que c'est des métiers qui ne nécessitent pas nécessairement de tâches manuelles, de tâches physiques. Donc, j'ai pas nécessairement besoin de me démarquer tant que ça. Par exemple, je peux travailler dans des organismes communautaires avec ma technique, donc j'ai pas nécessairement besoin de me démarquer tant que ça. Par contre, il y a toujours une question de regard aussi, même si ben, les employeurs qui travaillent dans les organismes communautaires, généralement, sont très ouverts d'esprit, prêts à engager des gens issus de la diversité, mais je veux dire, il y a toujours quelque chose qu'il faut prouver. Il faut prouver que tu es égal aux autres parce que avoir un handicap physique, c'est un facteur d'infériorité. Si je peux dire, de base, ça rend inférieur par rapport aux autres. Sur papier, ben, une personne qui n'a pas de problème X ou Y, eh bien, est plus haute qu'une personne qui a l'attaque cérébrale sur papier. Donc c'est vraiment ça que je voulais dire par facteur d'infériorité, qui n'est pas un mot facile à dire. Depuis que, ben, je peux dire que c'est un peu plus des emplois adultes, c'est des emplois adultes liés à ma formation, eh bien, il n'y a plus nécessairement de problème. Là. Maintenant, la vitesse de marche. Évidemment, je suis moins rapide que les autres. Donc ça, c'est quand même... mais c'est quelque chose qui est frustrant parce qu'au cégep et à l'université, on dirait vraiment que les gens courent tout le temps un marathon. Les gens sont pressés. Puis dans la vie en général aussi, les gens sont pressés, les gens vont vite. Fait que des fois, je sais pas, je me déplace avec des collègues de classe ou avec des amis. Ben, c'est sûr qu'eux, il faut qu'ils s'adaptent à ma vitesse. Là. Je suis pas aussi vite qu'eux. Je peux pas aller aussi vite qu'eux autres. Mais moi, mon corps me le permet pas d'aller rapidement. Je peux pas. J'aimerais ça. Là. Je vous jure que j'aimerais ça. Ce n'est pas ce que je serais capable de me donner pour marcher aussi rapidement que les autres. Juste pour me rendre d'une classe A à une classe B à l'uni. Mais c'est pas le cas. Je peux pas. Pour moi, c'est ça. Fait que, mais la plupart des gens sont ils s'adaptent, font rien qu'un petit peu moins vite. Mais il y a d'autres personnes qui c'est plus difficile que c'est. Puis il y a moi qui genre pas mal en arrière, qui suis, puis qui est essoufflé. Pour compléter avec les défis, je dirais les gens qui croient pas nécessairement en ton potentiel ou en ta crédibilité. Et on peut faire des liens avec le marché de l'emploi. Je veux dire, comme je disais que c'est un facteur d'infériorité, eh bien, dès qu'il y a quelque chose, eh bien, ça vient comme faire baisser ta crédibilité, comme un handicap physique. Donc, quelqu'un qui marche comme moi, qui marche moins bien, qui marche pas droit, quelqu'un qui sent moins fort, moins agile, eh bien, sa crédibilité abaisse, on dirait. Puis ça, c'est pas être par rapport aux employeurs, par rapport à rencontrer des nouvelles personnes, ben, ma crédibilité abaisse tout de suite. Donc, abaisse tout de suite. Donc, c'est des défis du quotidien qui viennent et que je vais illustrer avec des exemples un peu plus loin qui vont peut-être te permettre d'imaginer un peu plus comment ça se passe au quotidien. Donc, maintenant, je vais vous parler de ce qui est suivi chez le médecin. Puis ça, je veux dire, comparé à une personne atteinte du cancer ou qui a besoin de faire de la dialyse, je veux dire, c'est rien, là.
par rapport à la taxation de voix, eh bien, il y a un suivi qui est à peu près annuel ou aux 2 ans qui, par rapport à mon handicap physique. Donc, qui vont rencontrer des gens qui ont différents problèmes physiques. Donc, ça peut être différents handicaps, ça peut être la paralysie cérébrale qui peut quand même être que des comparaisons à faire avec la taxation de voix. Ça peut être beaucoup d'autres problématiques. La sclérose en plaques, entre autres, qui me vient en tête. Donc, justement, c'est une rencontre avec le médecin. Le médecin qui est un neurologue, il me semble, qui, la plupart du temps, ben, c'est lui qui t'a diagnostiqué quand tu étais bébé. Mais dans le fond, c'est un suivi annuel pour évaluer comment ça se passe, surtout au niveau de tes capacités physiques. Donc, pour être très très franc, c'est pas un rendez-vous qui est facile. Ça, c'est une chose qui est difficile dans tout ce que je raconte, c'est bien ça. Donc, tu rencontres le neurologue et ben lui, il vérifie tes réflexes un petit peu, mais la rencontre est vraiment pas longue avec le médecin, peut-être 20 minutes gros max. Il vérifie tes muscles, comment par exemple ta jambe va réagir quand on la frappe, on lui donne un petit coup avec un marteau. Puis c'est comme ça, c'est pas très très agréable pour être très franc, là, je vous bullshitterai pas que c'est vraiment pas agréable parce que c'est très froid comme rendez-vous. Là je parle uniquement du médecin, c'est très froid comme rendez-vous et c'est très froid comme rendez-vous inhumain. C'est genre, rendu là, t'es comme un char au garage, là, pour vrai, là. Puis je veux pas paraître mélodrammatique, puis oh, j'ai pitié, puis non, mais pour être honnête, là, c'est vraiment pas évident. C'est vraiment pas évident. Tu sais, quand tu le vois là, tu sais que les nouvelles seront pas bonnes. Tu sais que ça va avoir empiré parce que c'est ça la maladie, c'est d'aller toujours vers le bas. Ça remonte pas. Fait que voilà. Donc le médecin, vraiment, mais vraiment pas facile. Après ça, on voit la physiothérapeute. Physiothérapeute qui est à peu près, on dit qu'on rencontre 3 professionnels, le médecin, la physio et l'ergo. La physio qui est à peu près, qui est le spécialiste le plus difficile à rencontrer. Ça, peu importe c'est qui, là. Je vise pas la personne en tant que telle, mais je parle des spécialistes, là, que ce soit une physio ou l'autre, vu que ça peut changer avec les années, ben, c'est vraiment une des toughs à rencontrer parce que on a fait travailler physiquement, elle évalue à peu près tous les muscles de ton corps. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point tous les muscles qu'elle va mesurer, puis vraiment mesurer, donc un rapporteur d'angle, une règle, puis elle va genre te coucher, elle va genre te demander de te coucher sur un matelas, sur une espèce de banquette, là. Genre, elle va monter, par exemple, ta jambe d'en bas en haut pour voir à peu près l'angle que ça peut monter au maximum. Ça fait très 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 mal et même si ça te fait mal, eh bien, elle, ça l'arrête pas. Elle va jusqu'à ce que ton corps dise qu'à un moment donné, ça ne montera pas plus haut que ça. Donc, c'est très très difficile. Encore là, c'est très très très, comment je peux dire, il manque beaucoup d'humanité. Je parle comme rendez-vous, ça manque beaucoup d'humanité. C'est très très, comme je ramène encore, t'es un char au garage. Ça veut dire, donc après ça, ben, elle peut te faire marcher sur une ligne. Parce que ça, c'est plus difficile. Vraiment une ligne droite, mettons les 2 pieds devant, donc un pied devant l'autre, c'est plus dur. Donc elle te regarde et elle prend des notes. Elle prend beaucoup, beaucoup de notes. Et elle note tout ce que tu fais. Et après ça, elle te demande, par exemple, de te mettre sur une jambe et elle compte le temps. Après ça, ça peut être un redressement assis aussi, ou elle va juste te demander d'aller marcher dans le couloir et elle va te suivre en arrière en prenant des notes. Donc c'est très très, je dirais, on est comme un cobaye. On est comme un cobaye et c'est ça. Tout est, je trouve qu'il manque. Il manque un petit peu, juste le bonjour, comment ça va, est difficile un petit peu, là, parce que c'est pas évident. C'est pas évident. Quand tu reviens de voir la physio le lendemain, t'as mal à tous les muscles de ton corps, parce que tes muscles sont pas habitués d'aller au max qu'ils peuvent à tous les jours.
exactement à tous les muscles de ton corps. Et c'est très dur. Pour de vrai, là, tu sors de là, c'est pas évident. Mais je vais en revenir tantôt après vous avoir parlé de l'ergo. L'ergo, je le vois pas nécessairement souvent. L'ergo, il s'occupe de tout ce qui aide, les aides, par exemple, au quotidien. Ça peut être pour la douche, avoir une bonne au niveau de la douche, pour ceux qui ont besoin de fauteuil roulant d'une canne. Ça peut être l'ergo. Je crois que ça peut être la physio aussi. Mais l'ergo, c'est vraiment tout ce qui est fonctionnement plus général. Donc voilà. Mais ces trois spécialistes-là sont capables de casser quelqu'un en un après-midi. Et pour de vrai, c'est pas évident. Si je veux dire, quand tu vois ces rendez-vous-là, par exemple, dans la salle d'attente, il y a personne, tout le monde est d'âge différent. Et la taxicheur évolue d'une manière différente d'une personne à l'autre. Donc, il y a des personnes qui ont 14 ans qui ont la taxicheur qui sont en fauteuil roulant. Tandis que des personnes qui ont 50 ans, qui ont la taxicheur qui marchent encore bien droit, qui ont genre, qui marchent encore bien droit, qu'on remarque à peine. Donc c'est vraiment pas facile ça, il y a cette comparaison-là. Puis le fait que c'est difficile mentalement, je veux dire, à la fin, c'est vrai, il dit ça a dégénéré. C'est sûr, c'est ça la maladie. Et c'est très, très. Juste un petit salut, comment ça va, on lâche pas. Juste un petit genre, go for it, un petit encouragement. Ça serait bien. Mais pour être honnête, là, ça doit être le pire. Pour de vrai, c'est jamais plaisant. Et puis ça n'a rien à voir avec les personnes. Je parle vraiment des spécialistes que je rencontre, là, pas à l'individu derrière le spécialiste, on s'entend. Donc vraiment, c'est comme je dis, tu vois des gens qui ont perdu leurs moyens, des médecins qui veulent mesurer tous tes muscles, puis ben toi, ben, t'essaies juste d'être positif, mais c'est vraiment pas évident. De la vision que les autres personnes peuvent avoir d'une personne avec un handicap physique, évidemment. Donc, je vais vous parler de quelques exemples que j'ai notés de ma vie au quotidien, qui sont arrivés, qui peuvent peut-être illustrer un petit peu ces événements-là, ou démontrer comment ça peut se passer, ou comment on peut ressentir ça. Donc, puis je pense que c'était important. J'ai 4 exemples, à moins qu'il y en ait d'autres qui me viennent en tête entre-temps. Puis c'est quand même important pour moi de parler de ces événements-là parce qu'ils sont très, très, je trouve qu'ils sont marquants. Et c'est des événements que je me souviens et que je vais me souvenir très, très longtemps. Et puis, je trouve que c'est quand même parlant pour les autres aussi. Ça peut, en tout cas, je pense que ça peut être parlant pour les autres aussi. On va commencer tout simplement par une visite au centre d'achat. Donc j'ai fait mon achat et je ressors. Et il y avait une dame d'une certaine âge, peut-être 60 ans, qui me voit, je m'en allais vers la sortie du centre d'achat, et il y a une madame qui arrête devant moi, qui bloque, et qui me regarde, et elle est hypnotisée par moi. Elle me regarde, je vous jure, j'exagère un peu plus, puis elle faisait le tour de moi en me regardant pour voir, je sais pas, ce qu'elle me regarde, mais elle était comme souvent émaillée, puis elle restait là en bloquant le chemin pendant quand même, quelques secondes. Je veux dire, je suis pas resté là comme un con, mais elle n'en revenait pas, on dirait elle n'en croyait pas ses yeux. Puis ça, c'est un événement parmi tant d'autres qui arrive quand même souvent, là, des gens qui parlent de toi au centre d'achat ou des familles, là. Et des familles, je veux dire que ça soit des enfants qui demandent à leurs parents pourquoi le monsieur il est malade ou pourquoi le monsieur en avant il marche croche. Puis les parents, des fois, sont mal à l'aise de répondre à ça. Et personnellement, moi, je pense que la pire réponse, c'est de dire hey, on en parle une autre fois. De remettre la discussion à jamais. Je pense que, à la limite, tu peux dire
le monsieur a des petits problèmes, des petits bobos assez jaunes, dépendant de l'âge, évidemment. Il y a des bobos assez jaunes, c'est des choses que j'ai entendues puis qui sont bien correctes, là. C'est sûr que c'est pas agréable, mais je veux dire, j'aime autant mieux, moi, des parents qui vont prendre le temps d'expliquer que ça se peut, puis que dans le monde dans lequel on vit, ben, il y a des gens qui marchent, il y a des gens qui marchent plus croche, il y a des gens qui ont un bras, il y a des gens qui ont une jambe, il y a des gens qui sont en fauteuil roulant, puis c'est correct, puis ça fait partie de comment ça fait partie de l'apprentissage de l'enfant, puis aussi, ben, on se rend compte, c'est une situation qui est malaisante pour tout le monde quand ça arrive là-dedans. Autant les parents, je comprends d'être mal à l'aise là-dedans. Moi, je suis mal à l'aise quand ça arrive parce que je sais mon mal de moi. Puis, je pense que non, il faut prendre le temps d'en parler avec les enfants quand ils posent la question, puis leur expliquer. C'est tout. C'est tout. Donc voilà, ça c'est un exemple. C'est des choses qui arrivent très très souvent. Ça peut être à Stis au centre d'achat, ça peut être à l'épicerie, peut-être à la quincaillerie, ça peut être dans à peu près tous les événements publics. Deuxième événement qui se passe dans un bar. Qui se passe dans un bar une fois où j'étais chauffeur désigné avec deux de mes amis. Eh bien, je conduisais mon ami qui allait on allait prendre un verre dans un bar et chercher notre autre ami qui travaillait dans ce bar-là. Et après ça, on se rendait à un party X. Donc, moi, je buvais pas. Sortant du bar, il était quoi, peut-être 11h30, minuit, quand on sortait de l'autre place. Et en se dirigeant vers l'auto, eh bien, il y a un monsieur qui est sorti du bar et qui a dit, un client du bar que sa soirée était assez arrosée, qui est là, hey, mon gars, t'es ben trop chaud pour prendre ton char. Ben, il m'a fait baisser ma vitre. J'étais assis dans mon auto, il m'a fait baisser ma vitre. Hey, mon gars, t'es ben trop chaud pour prendre ton char. Alors que j'étais chauffeur désigné. Ça illustre à peu près le mieux comment ça se manifeste, comment ça peut se passer. Je veux dire, ça arrive pas là, à quelqu'un, ça arrive pas à une personne qui n'a pas de handicap physique de se faire dire hey, prends pas ton char, t'es trop chaud alors qu'elle a pas bu. Ça arrive pas. Ou dans des. Genre, je sais pas, genre quelqu'un qui s'est foulé à la cheville à la limite, mais je veux dire, ça arrive bien quand des personnes qui ont un handicap physique, là. Je bois pas et je me fais dire que je suis trop chaud pour prendre mon char. C'est fou. Puis en même temps, sur le coup, oui, j'étais assez sur le choc. Puis je cherchais mes mots pour répondre au monsieur. Et j'ai dit, hey, non, je suis correct, j'ai juste un problème d'équilibre. Et fait que compris, il est reparti. Et il y a un de mes amis que je n'aimerais pas, mais qui va sûrement se reconnaître et qui m'a dit. Et puis c'est un ami de longue date, donc il s'est permis de me dire ça parce que évidemment j'étais très contrarié, j'étais frustré. Et cet ami-là m'a dit, eh bien, Hugo, aimes-tu mieux quelqu'un qui prend la chance de venir te dire, hey, t'es-tu honnête de prendre ton char? Dans la société au Québec, aimes-tu mieux quelqu'un comme ça? Ou t'aimes mieux quelqu'un qui dit, bon, ben laisse faire, peu importe qui prend son genre ou non, ben, je m'en fous. Vu comme ça me replace un petit peu l'esprit. Que les intentions du monsieur étaient bonnes. Puis ça, même dans les. Là, ça finit comme ça, cette histoire-là. Et pour faire une petite parenthèse, la plupart des situations que je vais vous expliquer, les intentions sont pas mauvaises des gens. Je sais que les gens sont pas tous mal intentionnés, mais c'est juste des fois dans la façon de le faire que ça paraît. Que ça peut être blessant, ça peut être. Mais sinon, pour la majorité, c'est pas des mauvaises intentions. Parfois, oui, mais c'est pas de mauvaises intentions. Je pense pas que cette personne-là au bar avait des mauvaises intentions. C'est vrai, mon ami avait raison, c'était une bonne intention. Il voulait que quelqu'un qui sort d'un bar s'assurer que son état de conduite. Bon, c'est super louable, c'est super bon comme action. Mais c'était pas le cas. C'est pour vous montrer. Genre que c'est des choses qui peuvent arriver à une personne qui a un handicap physique. Donc voilà. Donc maintenant, on passe vraiment de plusieurs événements qui sont très différents. Alors maintenant, le troisième événement, exemple que je vais vous parler, c'est
il m'est arrivé un moment où je partais du cégep, à l'époque je suis au cégep, et bien je partais à pied à mon appartement qui était peut-être à 5 minutes de marche. Et, et en m'y rendant, eh bien, il y a une madame âgée qui avait peut-être 70 ans qui était tombée comme sur ses genoux. Ça revenait à son esprit, puis elle était tombée. Puis, puis il y avait déjà une personne qui était là pour l'aider, une personne qui venait du cégep aussi, mais qu'on ne se connaissait pas, mais je sais qu'elle venait de là. Et qu'elle était en train de l'aider. Et elle m'a comme fait signe, genre, viens m'aider, on va l'aider à se relever à deux. Mais puis elle m'a regardé, et après, quand elle m'a vu me déplacer, ben là, elle a dit, oh non, ça va être correct finalement. Moi, j'ai dit, ben non, j'ai aidé la madame à se relever sur deux pattes, puis ça s'est terminé là, tout est bien passé. La madame était super contente d'avoir de l'aide. Puis, mais c'est ça. Ce que je veux illustrer par là, c'est que quand je parlais de crédibilité, c'est pas parce que j'ai un handicap physique que je peux pas aider une personne âgée à se relever. Puis je veux dire, c'est vraiment ça là, que ça peut être. C'est insultant. Je veux dire, je suis un citoyen comme un autre. Là. Je veux dire, je peux aider mon prochain aussi. À penser que j'allais faire quoi? En me disant, non, tu peux continuer, que j'allais continuer. J'allais m'en aller chez nous, puis, mais voyons donc, il y a une personne âgée dans la rue, on va l'aider à se relever, là, puis je veux dire, c'était c'est la première fois que ça arrivait vraiment que, sous le coup qu'une personne tombait, puis que je devais l'aider, et je veux dire, et bien sûr qu'on l'a relevé, puis ça n'a pas été plus dur pour moi, je veux dire, on était deux, puis c'est évident, là, même si c'est dur pour moi, on s'en fout, on aide la madame à se relever, puis je force un peu, puis c'est tout, hein. Donc, par contre, je dis pas que la fille qui me dit non, 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 qui aidait déjà la madame avait des mauvaises intentions, mais je veux dire, dans la manière de le faire, je veux dire, dans sa tête, dès qu'elle m'a vu que, ma démarche, quand je suis plaider, mais dans sa tête, ça a été, oh, non, 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 continue, tu peux pas m'aider à rien, là. Tu peux pas m'aider à rien. Je veux dire, à la limite, là. Disons que vraiment, je sais pas, vraiment que j'étais pas assez fort, ou peu importe, là, j'aurais pu ouvrir la porte à la limite. Là. Dernier événement qui est encore un événement très différent. Alors, peux-tu nommer? Ben oui, je peux sûrement nommer. Alors, c'était un spectacle de Sean Paul qui, je peux lui dire ça, c'était à la zone portuaire de Chicoutimi au Festivière, il me semble. Et c'était plein de monde, c'était fou, tout le monde se pliait sur les pieds. Il y avait beaucoup trop de monde pour le peu d'espace qu'il y avait, même si c'était à l'extérieur, le monde se pliait sur les pieds, ça c'était débile. Puis j'ai plié sur le pied d'une madame. Elle, son réflexe, et elle ne me semblait pas en état d'ébriété. Puis tu veux dire, elle était proche de moi pendant la soirée, elle me semblait pas en état d'ébriété. Puis même si elle l'était, je veux dire, c'est pas une raison. Et elle m'a répondu, tiens-toi debout de tabarnak. Moi, je veux dire, puis ça, c'était pas. Je veux dire, tout le monde se faisait plier ses pieds. Tout le monde avait des pertes d'équilibre. Moi, là, qui a un équilibre qui est précaire. À la barre, tiens-toi debout de tabarnak. Mais voyons, non. Sérieux, c'est des gens, je veux dire, c'est des monsieur, madame, tout le monde, là, avec qui ça arrive des moments comme ça, je veux dire. J'ai de la misère à l'expliquer. Je veux dire, on n'avait pas la femme de dire ça. On n'avait pas la femme de dire ça. Je sais que, en plus, j'étais pas chaud. J'avais pris une bière, mais j'étais pas chaud. J'ai une paire d'équilibre et j'ai pilé sur le pied. On relativise, là. Puis, par contre, je veux dire, c'est un endroit, un spectacle. Les gens buvaient de l'alcool. Fait que peut-être qu'elle pensait que j'étais quelqu'un de dessous qui pouvait peut-être être tannant, qui pouvait être genre gossant, ou qui pouvait tomber dessus, je sais pas. C'est ça, je le sais. Je veux dire, ils sont pas mal intentionnés et que ils ont des bonnes intentions. Mais des fois, c'est justement dans la manière de le faire. Genre, les gens oublient. Les gens oublient que, oui, la taxidermie, c'est souvent associé à l'alcool. Les gens associent ça avec la perte d'équilibre. Je pense qu'il y a une façon de parler que les gens associent à la boisson ou au fait d'être en état d'ébriété. Ben, tu sais, je veux dire, les gens associent à ça, mais je veux dire, acheter pied sur le pied, ça aurait pas arrivé à n'importe quel citoyen de la planète Terre. C'est des petites situations
qui peuvent sembler banales de l'extérieur, mais c'est des situations qui arrivent. Là. Et là, c'est 4 exemples parmi tant d'autres. Là. Je veux dire, prendre l'autobus de ville, je veux dire, t'as toujours le regard de tout l'autobus quand tu rentres, là. Comme si t'étais un extraterrestre qui sort de la planète Mars, là. Je prends le bus pour aller à l'université ou pour aller travailler, oui. Il y a vraiment ce regard-là qu'il faut apprendre à vivre quand on a un handicap physique, comme le mien. Puis, est-ce qu'on apprend un jour? Je suis pas rendu là. Je suis pas rendu là à apprendre à vivre avec le regard des autres qui est évidemment toujours sur toi dans un événement public, ou juste quand tu sors de chez toi. Mais, fait que voilà. Voilà pour mes exemples. J'espère que ça a été clair et que j'ai quand même bien expliqué. Maintenant, pour compléter là-dessus, là, on vient de parler des exemples, mais je vais compléter de ce que j'appellerais les différentes paires de lunettes ou les différents types de perception des gens. Ça résume un peu ce qu'on a dit depuis le début. Puis ouais, je veux dire, on aurait pu parler de beaucoup d'autres choses. Par exemple, ce qu'on a une question, par exemple, comment est-ce qu'on voit notre futur quand on a 23 ans? Je veux dire, là, je finis bientôt l'université, comment j'envisage mon futur? Les gens voient déjà, les gens se voient déjà où c'est qu'ils veulent travailler plus tard. Ils se voient déjà, ils font des projets d'avenir, ils se voient avoir des maisons, avoir une maison, une famille, une piscine, voyager. Je veux dire, il y a une différence. C'est évidemment qu'une personne handicapée avec un handicap physique qui est dégénératif, je veux dire, moi, en tout cas, personnellement, c'est plus difficile de me projeter dans le futur. Je veux dire, je ne connais pas mon futur. Je sais pas. Je sais pas ce qui va arriver. Je sais pas comment je vais être, tu sais. Puis, j'adorerais ça. Tu peux pas t'imaginer à quel point j'aimerais ça. Monter le mont Everest. Je peux pas aller faire du hiking à tous les soirs. Je serais pas capable. J'adorerais ça, mais je peux pas. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait continuer à explorer aussi. J'ai étudié en orientation et aussi il y a beaucoup de liens qu'on pourrait faire avec l'orientation dans le sens comment un handicap physique peut venir influencer un choix de carrière. Ou finalement, je reviens, les différentes paires de lunettes. Alors, premièrement, il y a une lunette qui, selon moi, une des lunettes les plus désagréables et malheureusement les plus fréquentes, eh bien, c'est la lunette de la pitié. Pour moi, c'est très très délicat, je trouve, puis désagréable de se faire prendre en pitié. Il faut faire une différence entre l'empathie, la sympathie et la pitié. La sympathie, je vais commencer par l'empathie. L'empathie, c'est je suis capable de me mettre à la place de l'autre. Ah, ça doit pas être facile ce qu'il vit. Ça doit pas être facile. Ça, c'est de l'empathie. C'est positif, c'est un bon niveau. Sympathie, c'est quand pour les personnes plus proches de nous. Ça peut être en écoutant une série, ça peut être, un de mes amis vit quelque chose de difficile, et bien, je le ressens, je suis affecté par ça. Sympathie, c'est simple encore. Mais de la pitié, c'est de croire que l'autre n'a pas les capacités de s'en sortir. La pitié, c'est, non, ça fait pitié. Hein. Je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment rabaissant là-dedans et qu'il faut faire attention. Éprouvons de l'empathie plus que de la pitié, parce que ça donne rien d'avoir de la pitié. Ça donne rien d'avoir de la pitié. Puis, je veux dire, puis il y a beaucoup de gens, moi ça me frustre beaucoup, parce que c'est le réflexe de beaucoup de personnes d'avoir pitié. Je veux dire, je vis dans cette condition-là depuis 23 ans. J'ai pas besoin de la pitié de personne. La pitié, ça n'a pas sa place, selon moi, encore là. Même si les intentions sont bonnes, le message n'est pas bon. Deuxièmement, il y a du dégoût. Et je vais l'expliquer avec un autre exemple. Je me promenais au cégep. Il y a beaucoup de choses qui sont arrivées au cégep, mais à l'université aussi. Puis j'ai rencontré un groupe de personnes qui, quand je passais à côté d'eux autres, là, puis je ne connaissais pas, ils m'ont vu marcher, puis ils ont dit que puis il n'y avait personne d'autre. Ils ne pouvaient pas parler d'autre chose que moi. J'ai entendu leur conversation, c'était moi. Ils disaient que j'étais dégoûtant. Donc, ça, c'est dégueulasse. Je suis pas Brad Pitt, je suis pas Ryan Gosling, mais je veux dire, dégueulasse, je veux dire, on se calme. Là. On se calme. Là. Ce qui est dégueulasse, c'est genre, je sais pas moi,
un fond de lasagne qui reste dans le fond de ton casier pendant 8 mois à cause du confinement, ça c'est dégueulasse. Mais je suis pas dégueulasse. En tout cas, c'est clairement pas le mot que j'aurais utilisé. C'est calme. Il y a la lunette peureuse. Il y a des personnes qui ont peur. Qui ont peur des personnes qui ont un handicap physique. Peut-être parce qu'ils savent pas c'est quoi. Ils savent pas ce que les personnes ont. Donc, ils ont soit peur qu'ils tombent tout le temps. C'est correct encore. C'est super cute comme attention. Mais, je veux dire, on n'avance pas avec ça. Ça donne rien d'avoir toujours peur. Il y a des gens qui ont peur que je sois dangereux. Et oui, je vous jure que c'est déjà arrivé en me rendant au cégep encore là. J'ai croisé deux filles qui eux, ben, s'en allaient dans l'autre direction. Eh bien, une des deux filles, eh bien, s'est déplacée genre à l'autre extrémité de la rue et elle s'est presque fait frapper par un chasse-neige parce qu'elle a genre voulu vraiment m'éviter. Et ben, elle est revenue après genre rejoindre son ami. Et je veux dire, il y avait le choix dans la rue. Et il était quoi, 7h30 du matin? J'ai senti qu'il y avait vraiment une peur. Puis je veux dire, la rue était très très large. Je veux dire, ça, elle voulait me laisser de l'espace en cas que chute, là. Elle m'en a donné en masse. Par toi, là, je les ai croisés le soir, vraiment. Et là, il était avec un autre gars qui était entre les deux. Et la même fille a comme fait le même. S'est écarté de la même manière. Et ben, le gars, il a dit Daniel, écoutez, les filles, c'est parce qu'il n'y a pas le sida. Et j'ai trouvé ça très très drôle. Une chance que j'avais pas le sida, parce que j'aurais peut-être été insulté. Je veux dire, une peur. Plus, c'est mon interprétation, mais il y a eu un malaise, clairement. Il n'y avait que moi. Et elle a genre, elle est à l'autre bout de la rue, je veux dire, elle a rien évité. Elle s'est même mise en danger parce que c'est presque fait frapper. Fait, elle pensait quoi, là? Je veux dire, j'étais pas en danger. Elle avait peur que je sorte un couteau. Elle avait peur que je l'attaque. Je disais, voyons donc, je suis la personne la plus inoffensive de l'univers. Hein. Fait, en même temps, c'est une lunette qui existe, donc pas besoin d'avoir peur. C'est un handicap qui est physique. C'était évident, avec mon sac à dos, c'est genre le classique étudiant qui va à l'école, qui revient chez eux. Je veux dire, il n'y avait pas de signe de danger. Je veux dire, il n'y avait pas de signe de danger, selon moi. Puis encore là, les intentions étaient peut-être pas mauvaises. On ne sait pas, peut-être qu'elle avait eu des choses dans sa vie ou qu'elle était plus craintive. Si je le sais, ça. Je m'en doute que ça se peut. Je suis pas juste négatif, puis je me dis que toutes les gens ont des mauvaises intentions, mais selon moi, c'était une réaction qui était très très exagérée. Et j'ai adoré l'intervention du gars qui a dit aux filles, les filles, c'est parce qu'il n'y a pas le sida. J'ai adoré ça. Ça a rationalisé un peu la réaction de ces deux amis. Finalement, la 5e lunette, que j'ai appelée la lunette qui est normale. Donc, une personne qui me voit comme les autres. Parce que dans le fond, c'est juste ma façon de marcher qui est différente. Puis que je fais tout comme les autres. Tout comme les autres, c'est relatif. Je veux dire, je mange, je vais à la salle de bain, je prends ma douche. Je veux dire, à la fin de la journée, à la fin de la journée, tout se passe. À la fin de la journée, c'est un humain comme les autres. Un humain moins fort, un humain moins agile. Qui aimerait tellement ça. Mais, bon, c'est ma réalité. Puis c'est comme ça, puis je dois vivre avec. Et c'est pas d'avoir pitié ou d'être dégoûté. C'est pas que les gens aient pitié, les gens soient dégoûtés ou les gens aient peur qui vont m'aider, ça c'est clair, vraiment. Alors, en conclusion, eh bien, on peut dire que, eh bien, dans ma situation, je fais de mon mieux. Mais évidemment, il n'y a rien de parfait, puis que c'est difficile parfois. Et on fait avec ce qu'on a et on essaie de tirer le plus positif de la situation, même si on s'entend que c'est pas tout le temps évident, puis même que des fois c'est facile à dire, de toujours voir le beau côté d'une situation. Dans mon cas, ça peut être difficile parfois, mais bon, on n'a pas le choix et il faut vivre avec. Je n'ai pas le choix. Alors, finalement, j'aimerais remercier
je voudrais tout simplement souligner que j'ai des personnes incroyables autour de moi. Mes parents, mes amis, puis ça, des amis qui sont là depuis longtemps, depuis le secondaire. Puis, puis même ceux-là qui se sont éloignés ou qui ont pris d'autres chemins, eh bien, je veux dire que ces amis-là que j'ai eus au secondaire, eh bien, je veux dire qu'ils ont eu un impact énorme et voilà, donc je tiens à souligner ces gens-là. Je sais pas si je l'ai dit, sinon je vais leur dire mes parents. Euh, ce n'est que des modèles à suivre et je leur dis pas assez, mais je les apprécie beaucoup et ils ont un apport, ils peuvent pas imaginer l'impact qu'ils peuvent avoir sur moi, l'impact positif. Donc, merci de votre écoute et on va finir là-dessus. Soyons inclusifs envers les autres, peu importe qu'ils sont, ce qu'ils sont. Soyons inclusifs et je vous souhaite une bonne journée si vous regardez cette vidéo dans le jour. Une bonne soirée si vous regardez cette vidéo le soir. Et une bonne nuit si vous regardez cette vidéo avant de vous endormir. Merci et passez une bonne journée. Bye bye tout le monde.